Allez, on va pouvoir commencer. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut Lionel, salut François. J'espère que vous allez bien. Ça Nous, allons- va. nous devons rester dans une certaine dynamique puisque le sujet de ce soir, c'est la dynamique du marché de la réhabilitation. Et donc, je vous remercie déjà au nom du C2IA de répondre présent. Et toujours le même principe, je me ferai le traducteur des personnes lorsqu'ils vont poser une question en utilisant soit l'onglet converser ou questions et réponses. Et on tentera de répondre à toutes les questions. En tout cas, nous sommes là pour une petite heure. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions, à lever la main en utilisant le petit icône qui est en bas à droite. Et je remercie déjà les intervenants pour leur générosité, leur disponibilité. Alors ce soir, nous allons traiter d'une thématique qui est celle de la dynamique du marché de la réhabilitation. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, à savoir est-ce qu'il y a une vraie dynamique du marché de la réhabilitation en Martinique. Est-ce que cette dynamique-là existe et comment elle est structurée, comment elle s'articule. Donc pour cela, on a Lionel Lombard euh, qui agit au nom d'OCAP Invest, et, un spécialiste de l'ingénierie en stratégie de financement financière, enfin financement financier, ouais. Je suis, je me suis trompé de financement, et François Montezul, qui est lui le représentant d'Aztec, c'est ça? Une société de construction. Ingénierie de projet dans la construction immobilière. D'accord. Donc, on peut démarrer cette thématique. Je vous laisse un petit peu euh, mener les Ok, débats, et je me ferai je ferai le modérateur et j'interviendrai à certains moments. OK? ok, merci Eric. Alors, le sujet n'est pas simple et en même temps, il est très compris de beaucoup des gens qui investissent dans l'immobilier en Martinique. Il n'est pas simple parce que les données effectives sur le marché de la réhabilitation ne sont pas véritablement disponibles en fait. Hein. Vous pouvez pas, vous aurez des données sur le marché immobilier, mais pas nécessairement sur l'aspect pure réhabilitation. Et donc, ce qui fait que la réhabilitation en Martinique, elle est essentiellement liée à l'aspect travaux et à l'aspect positionnement du bien. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui faire ce webinaire avec François. Donc François, comme Eric l'a dit, représente la société Aztec, et la société Aztec est une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ingénierie de projet dans la construction et dans l'immobilier. Donc en fait, son intervention est importante parce que finalement, c'est ce type d'intervenant qui aide au marché de la réhabilitation et qui aide les opérations de réhabilitation. Donc, on va parler dans un premier temps des grands aspects un peu théoriques de la réhabilitation. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, et on va essayer un peu de replacer ça dans le contexte local, évidemment de façon, enfin, sans avoir de données publiques et partagées parce qu'il n'y en a pas. Donc, voilà. Mais c'est Donc, difficile, hein? Ouais. oui, oui, c'est difficile. Après, de toute façon, on est quand même dans une dynamique immobilière. Et en fait, finalement, un investisseur immobilier, la réhabilitation, c'est juste une des cordes à son arc, en fait. Et il doit comprendre comment ça fonctionne. Et finalement, le raisonnement est similaire partout. Et je pense que le marché, quelque part, n'influe pas plus que ça sur une opération de réhabilitation. L'opportunité, elle est là ou elle n'est pas là, en fait. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. OK.
Donc, bon, déjà pour commencer, qu'est-ce qu'une réhabilitation? Pour ceux qui ne sont pas très au clair là-dessus, réhabiliter un bien, c'est essentiellement le repositionner sur son marché, en fait, en faisant des travaux. Donc, qu'est-ce qu'on appelle repositionner un bien? C'est finalement optimiser sa valeur, sublimer sa valeur en faisant un certain nombre de travaux. Et donc ça nécessite de bien maîtriser les différents niveaux de réhabilitation qu'on peut avoir, et c'est là où François va intervenir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc évidemment, en fonction de la stratégie immobilière que l'on adopte ou que l'on a envie de mener, ben, il y a différents niveaux de réhabilitation. Vous n'allez pas réhabiliter... donc en gros, au final, vous n'allez pas investir autant dans un bien si il y a des éléments de marché qui ne vous incitent pas à le faire. Donc, par exemple, la demande locative, la qualité des locataires que vous pouvez trouver, ce qu'ils sont prêts à accepter aussi, parce qu'il y a des locataires qui sont... Enfin, il y a des marchés, il y a des poches de marché où les gens sont un peu plus exigeants par rapport à la localisation, etc., etc. Donc, finalement, la stratégie immobilière que vous avez quand vous voyez le bien et que vous envisagez de faire une réhabilitation va dicter le montant que vous allez investir. Donc, cette stratégie, comme je l'ai dit, elle est dictée par 3 grands points qui sont l'état du bien. Donc, en gros, est-ce qu'on parle de quelque chose qui est finalement équivalent à un terrain, ou est-ce qu'on parle d'un bien qui est fonctionnel, mais qui demande quand même des travaux relativement lourds pour le remettre aux normes, par exemple, ou est-ce qu'on parle d'un rafraîchissement? Voilà, donc ça, c'est vraiment un point important, et vous devez toujours, quand vous abordez une opération de réhabilitation, être au clair sur l'état du bien. Donc, vous devez savoir véritablement euh, quelle est sa qualité, en fait. Et je parle là, pas de qualité immobilière, hein, de qualité en termes de construction. D'accord. Ensuite, vous devez aussi définir quel est votre objectif par rapport au bien. Donc, il y a deux cas de figure. Finalement, on réhabilite et on loue, ou on réhabilite. Alors, il y en a peut-être 3, mais enfin bon, c'est on réhabilite, on loue, on réhabilite, on vend, ou on réhabilite, on loue et on vend. Voilà. La troisième, c'est un peu le mix des deux. Donc, vous devez un peu choisir quelle va être votre stratégie, ou qu'est-ce que vous envisagez de faire. Et ça, c'est dicté par la demande du marché, par votre capacité à le louer facilement ou à le vendre facilement. Évidemment, et ça pour moi, c'est le fil directeur, je suis financier, donc c'est toujours le fil directeur de mes raisonnements et de mon approche en immobilier. Un bien qui ramène du cash, donc un bien qui génère des loyers, vaut plus qu'un bien vacant. Donc, évidemment, si vous pouvez faire le travail de réhabiliter et louer, votre retour sur investissement sera supérieur au moment de la vente. Parce qu'à terme, alors, à moins que vous ayez une vision pure patrimoniale et finalement, votre objectif, c'est de gagner de l'argent avec la banque, c'est-à-dire en refinançant des biens, ce qui est une stratégie aussi, mais bon, la façon la plus simple de faire de l'argent dans l'immobilier, c'est quand même de revendre des biens, quoi. Et finalement de réinvestir une partie et voilà, de construire son patrimoine comme ça. Donc, la stratégie que vous aurez vis-à-vis du bien va aussi impacter les tenants et les aboutissants de l'opération de réhabilitation que vous allez faire. Et finalement, le troisième point, qui à mon avis est relativement important par rapport à, finalement, donc on dit, hein, c'est le budget de travaux. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez juste passer un coup de peinture, ou est-ce que vous allez véritablement aller dans le détail? C'est aussi la localisation. Pourquoi? Parce que la localisation, elle a un fort impact sur la plus-value potentielle. Et donc, des fois, il vous faut investir beaucoup dans des endroits qui ne sont pas bien localisés pour créer une valeur ajoutée, ou dans un endroit où il y a déjà de la demande, on n'avait pas besoin d'en faire trop parce que le lieu a déjà, en tant que tel, de façon intrinsèque, une forte valeur. Donc, il faut que vous ayez ces 3 éléments-là bien en tête avant de vous lancer dans une opération de réhabilitation. Donc, quel est l'état du bien?
quelle est votre stratégie et est-ce que la localisation est vraiment premium, prime, en gros ou pas. Et ça va finalement impacter le choix que vous allez faire par rapport aux travaux. Alors pour les novices, les personnes qui se lancent dans l'immobilier, quelles sont les étapes justement auxquelles il faut faire attention lorsqu'on veut vérifier un état du bien? Est-ce qu'on se fait accompagner d'un professionnel? Si oui, quel type de professionnel? Et qu'est-ce qu'il y a lieu de vérifier? Alors, on va y arriver. Ah, okay. C'est juste après dans la présentation. Donc après, garde ta question, mais effectivement, on va y arriver. Et ça, c'est typiquement François qui pourra donner plus d'éléments purement techniques là-dessus. Donc ça, c'était une définition un peu globale, technique et qui s'applique en Martinique, elle s'applique en Guadeloupe, elle s'applique à Paris, elle s'applique dans n'importe quelle ville du monde. C'est une loi immobilière applicable partout. En Martinique, parmi les 3 éléments qu'on a vus juste avant, finalement, celui qui pèse le plus, ça reste quand même l'emplacement, du point de vue de la réhabilitation, je parle. Donc, la valeur stratégique, le vecteur stratégique, pardon, de la réhabilitation, c'est souvent l'emplacement en Martinique. Donc, on constate qu'on aura plus envie de réhabiliter un bien quand déjà il y aura une valeur sous-jacente liée à la localisation. C'est lié au fait que les partenaires financiers vont être plus facilement, vous arriverez plus facilement à convaincre un partenaire financier de financer un bien dégradé quand il est dans une localisation qui est entre guillemets premium. En tout cas, où vous pouvez argumenter que de toute façon, le bien est bien situé. Ça, c'est très important. En Martinique, les banquiers ne prennent pas beaucoup de risques à vous accompagner dans des endroits où il n'y a pas vraiment de dynamique immobilière et en plus, le bien est dégradé. Donc, de ce point de vue-là, les points qu'il faudra contrôler pour l'investisseur, c'est évidemment cette notion d'emplacement. Donc, la démographie pour le logement. Donc, est-ce qu'on est dans un endroit où il y a un bassin démographique, il y a un intérêt démographique à aller là? Donc, en gros, je résume pour ceux qui font de l'immobilier, est-ce qu'il y a de la demande? Puisque la demande locative, elle est essentiellement liée à la démographie. Est-ce qu'il y a des axes? Est-ce que voilà, toutes les bases de l'immobilier que vous connaissez bien évidemment. Et pour le commercial, c'est la zone de chalandise. Donc là encore, donc on en revient finalement à une approche. C'est ce que je disais en introduction. En Martinique, la réhabilitation finalement, elle se rapproche beaucoup de l'analyse purement immobilière, je veux dire de neuf ou de promotion. Et on discutait quand on a fait cette présentation, et je vais vous donner ce petit exemple. On discutait avec François en préparant la présentation et ce point est venu quand on s'est fait la réflexion que ça ne marche pas comme ça forcément dans d'autres marchés, dans des grandes villes. Je vais vous prendre l'exemple de Paris, où par exemple, ceux qui connaissent un peu la ville ont remarqué que tout le nord-est de Paris, voire l'est parisien, s'est fortement développé. Et en fait, ça s'est fortement développé tout simplement parce qu'au départ, il y a des gens qui ont réhabilité, qui ont pris le pari d'aller sur des poches de marché où il n'y avait absolument aucune attractivité. Donc, ils ont acheté 3 ou 4 blocs, ils ont refait des espèces d'espaces de la ville, enfin de ces quartiers, et ils ont créé une dynamique en fait. En Martinique, on n'a pas vraiment d'investisseurs avec une surface aussi vaste, aussi puissante. Alors, vous avez les bailleurs sociaux, mais ça reste, voilà, on n'est pas dans le développement commercial où vous allez avoir quelqu'un qui va, en 2 ou 3 investissements, redynamiser tout un pan de Fort-de-France, par exemple, ou d'une commune. Donc, il faut s'accrocher à ce qui existe déjà un peu et c'est pour ça que cette notion d'emplacement est fondamentale et que vous devez véritablement revenir aux bases et ne pas prendre de risques à vouloir réhabiliter des choses qui sont dans des emplacements un peu compliqués. Alors, Voilà. si je devais rebondir par rapport à ce que tu disais concernant le développement de l'Est, de la périphérie, la couronne proche de Paris, je pense que c'était aussi porté par, il y avait une volonté aussi politique. Le projet Oui. du Grand Paris a aidé aussi les investisseurs à se positionner sur ces secteurs-là. Est-ce que nous, en Alors, Martinique, est-ce qu'on a, par exemple, le projet Cœur de Ville qui est porté par
Tout à le fait. Fort-de-France. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans cette même configuration? Alors, on est dans une configuration similaire, tout à fait. Alors, historiquement, bon, tu as relevé le point et c'est intéressant parce que pour les gens qui aiment l'immobilier, c'est de comprendre. Donc, historiquement, en fait, cette tendance vers l'Est parisien a été créée par la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2012. Je ne sais pas si vous vous rappelez que Londres a battu Paris sur le fil pour les Jeux Olympiques de 2012. Et en fait, il y avait énormément de projets immobiliers à l'époque qui étaient dans les dossiers, en particulier sur la zone de Batignolles, et qui se déployaient vers l'Est parisien. Paris ayant perdu finalement les JO, les investisseurs immobiliers ont pris un peu plus de temps et finalement c'est arrivé. Mais effectivement, il y a eu un déclencheur politique ou une dynamique qui s'est faite dans la ville qui a amené ça. Et clairement, cœur de ville et ce qui se passe aussi au Lamentin sont des choses qui peuvent véritablement aider. Et il faut être très vigilant à ce genre de choses. On en parle un petit peu plus loin dans la présentation, mais c'est très vrai ce que tu dis. Il faut s'accrocher à ça. Après, moi, j'attire toujours l'attention. Vous êtes des investisseurs immobiliers, donc vous devez rester froid. Vous êtes un peu, c'est pas des joueurs de poker, j'exagère, mais vous devez rester froid par rapport aux dynamiques des uns et des autres et aux volontés politiques, parce que les politiques, finalement, voilà, demain ils sont avec vous, après-demain ils vous disent ah ouais, vous savez, c'est un peu plus compliqué. Donc restez dans vos bases immobilières, restez dans vos bottes immobilières. Si vous faites de l'immobilier, vous connaissez les métriques de l'immobilier, et donc effectivement, tout ce qui redynamise, c'est une aide, mais le deal doit fonctionner, l'opération doit fonctionner. On y arrive juste après. Finalement, c'est quoi, du point de vue financier, du point de vue de la rentabilité, une opération immobilière? En gros, les investisseurs savent euh, que souvent la réhabilitation est plus rentable qu'une opération neuve. Et pourquoi c'est vrai? C'est parce qu'il y a une décorrélation entre le prix de la structure par rapport à sa valeur. On a oublié une parenthèse, mais alors je m'explique. La valeur d'un béton qui a été coulé en 1995, aujourd'hui, n'est pas équivalente à son prix. Donc, un béton qui a été coulé en 1995, si l'architecte a bien fait son travail, si l'entrepreneur a bien fait son travail, si le béton a bien été banché, il a bien été coulé, il y a de fortes chances que finalement, il soit de bonne qualité. Donc sa valeur, finalement, elle est correcte. En tout cas, elle est assez proche de ce qu'elle était quand le neuf a été construit. On parle juste de la structure. Par contre, il s'est passé plus de 20 ans, et donc il est fort probable que le bien, s'il n'a pas été maintenu et qu'il n'a pas été entretenu, il s'est dégradé, la peinture s'est dégradée, l'environnement s'est peut-être aussi un peu dégradé, je parle de l'environnement du bien direct, et donc son prix va être plus bas, va être dégradé aussi du fait. Et donc, finalement, la réhabilitation vous permet de ponctionner en fait cette valeur qui est là, la valeur de la structure, la valeur du béton, et de la retrouver en faisant un minimum ou pas mal de travaux. Mais le raisonnement, il est un peu là. C'est que vous avez une vraie décorrélation entre la qualité du matériel de construction et ce qui vaut sur le marché ou ce que les gens sont prêts à, à accepter pour le vendre. Donc, de façon tout à fait simple, l'intérêt économique d'une opération de réhabilitation, ben, ça c'est très simple. Hein, on n'a pas inventé, on ouvre des portes ouvertes, mais c'est important de l'écrire, c'est que le prix du marché doit être supérieur au prix d'achat, au mètre carré, plus le montant des travaux. Ça a l'air bête hein, de l'écrire comme ça, mais finalement c'est fondamental. Si vous achetez un bien et que les travaux vous font arriver à un prix qui est finalement complètement lunaire par rapport au marché, vous allez perdre de l'argent. J'ai mis aide parce qu'effectivement, il y a des aides. Alors, bon, on va en parler tout à la fin, mais voilà, on pourrait juste s'arrêter à prix du marché supérieur au prix d'achat plus montant des travaux. Donc, il est super important de réaliser un bon prévisionnel d'opération
pour vérifier la cohérence du prix d'achat. Parce que finalement, les travaux et le prix du marché, c'est des choses, une fois que vous avez défini votre stratégie, n'est-ce pas? On en a parlé au tout début. Une fois que vous avez compris les dynamiques du marché et que vous savez à peu près ce que vous voulez faire, vous allez avoir un travaux et la variable d'ajustement sera le prix d'achat. Ou en tout cas, avec ces deux éléments, le prix du marché et le montant des travaux en fonction de votre stratégie, vous saurez définir si par rapport à cette stratégie, le prix d'achat est le bon. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut toujours, quand on se lance dans une opération de réhabilitation, finalement définir sa stratégie, analyser le montant des travaux et valider le prix d'achat, enfin ou le prix de vente, hein, mais en tout cas valider le prix du bien qu'on vous propose. Comment on check le prix du marché? Parce que ça, c'est pas simple aussi, hein. Le prix d'achat, on vous le donne, donc vous voyez si ça marche ou pas, mais le prix du marché, des fois, voilà. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a plusieurs stratégies. Il faut envisager plusieurs destinations, plusieurs stratégies par rapport à ce qu'on a dit au tout début. Et le prix du marché, donc, à évaluer via le prisme d'une nouvelle destination potentielle du bien. Donc, vous pouvez être amené à racheter du bureau. Alors, du bureau vers le résidentiel, c'est un peu plus dur, mais plutôt du résidentiel vers le bureau ou du bureau vers le commercial ou du résidentiel vers le commercial. Enfin, voilà. Il y a cette notion aussi de ne pas forcément rester sur le même segment, mais de se dire, OK, quel est le potentiel si je change de destination? Évidemment, le montant de travaux va aussi s'ajuster, etc., etc. Donc, le prix d'achat peut être mauvais sur une destination par rapport au prix de marché, mais si vous changez de destination, ça peut devenir bon. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais je pense qu'on a des investisseurs aguerris. Donc, pour donner un exemple, si je devais traduire ce que tu expliques, même si on a un bien qui n'est pas forcément au-dessous du prix du marché, qu'on l'achète au plus fort, mais que la destination, c'est je sais pas moi, un petit centre médical avec voilà. plusieurs comment dire ça, tu sais, pour héberger plusieurs Oui, activités. c'est ça, plusieurs. Voilà. Donc, en fait, finalement, on passe dans le commercial, du C'est coup, ça, et puis on peut c'est ça. imaginer que donc finalement, le revenu locatif et la qualité du revenu locatif imposent un prix du marché. Et donc, finalement, ben, potentiellement, vous pouvez arriver à trouver la rentabilité si vous changez la destination du bien. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et alors, on n'en a pas parlé là, mais bon, là, on rentre dans le détail de l'immobilier, mais le mix aussi est important pour le prix du marché. Donc, le prix du marché, finalement, il est triple. Hein. On reste dans le même canevas, on change la destination du tout au tout, ou on fait un mix. Donc ça aussi, ça peut être intéressant à analyser. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'analyses avant de se lancer dans une opération de réhabilitation, parce que quelque part, il y a du risque. Et c'est ce qu'on va discuter tout de suite avec François, qui lui, finalement, est celui son rôle est finalement dans les opérations de réhabilitation de juste, maîtriser les risques. je voudrais revenir sur justement le prix du marché. Oui. Est-ce que je fais appel à un expert en immobilier pour qu'il puisse me faire une estimation de valeur? Est-ce que c'est… Alors, moi j'ai tendance à dire, et encore une fois, je parle en financier, il n'y a rien de mieux que les comparables. Il n'y a rien de mieux que les comparables. Donc, un expert peut venir, mais si une transaction a été faite, une ou deux transactions ont été faites dans la proximité, finalement, ça vous donne un bon feeling pour le prix du marché. Idéalement, dans l'idéal, il faut avoir un expert qui vienne, mais j'attire l'attention souvent de mes clients en ce sens. Il y a des experts qui font des expertises sans comparable. Donc, ils vous disent, oui, bon, grosso modo, je sais que c'est ça. J'encourage mes clients à demander aux experts, quand ils payent les expertises, de fournir des comparables. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est plus de travail. C'est sûr que ça demande d'aller passer 2-3 coups de fil au notaire, d'aller creuser un peu. Voilà. Donc, ce n'est pas juste je fais un copier-coller, je sais que c'est dans cette zone-là, grosso modo, je sais. Donc, pour moi, le prix du marché, il est essentiellement basé sur des transactions avérées qui se sont produites dans l'environnement.
S'il n'y en a vraiment pas, bon, on peut. Enfin, de toute façon, il y en aura toujours. C'est les cercles concentriques, quoi. Donc, s'il n'y en a pas dans un rayon de 1 kilomètre, il y en aura forcément dans un rayon de 2 ou dans un rayon de 3, etc. etc. Voilà. Donc, mais moi, j'encourage toujours à. Alors, ça aussi, ça demande. Et c'est là où les investisseurs, parce il y a deux temps dans l'investissement immobilier. Il y a le temps de l'action et il y a le temps de donc l'action, c'est-à-dire vous faites une transaction, hein, vous êtes en train de signer des compromis, etc., etc. Et puis il y a le temps de la guette, de la chasse en fait, j'ai envie de dire, où vous êtes là et finalement vous nourrissez du marché. Et pour moi, finalement, l'investisseur immobilier, il doit passer son temps à être intéressé par les transactions qu'il y a dans le marché. Il doit chercher à les connaître et chercher à les savoir. Pourquoi? Parce que ça lui permet de connaître le tempo et de connaître la température du marché. Et d'ailleurs, ça va activer beaucoup plus facilement sa réactivité, son sens du deal, de l'opération, et il va sentir les rentabilités. Donc, il faut qu'un investisseur immobilier, quelqu'un qui aime l'immobilier, soit un peu aux aguets, quoi, en fait. Il faut être aux aguets. Donc, c'est sûr que c'est pas facile d'être aux aguets de Grand-Rivière au Marin. Évidemment, on va pas, à moins que vous soyez professionnel de l'immobilier, c'est difficile. Donc, j'encourage aussi à choisir une zone, des fois même à choisir une destination, un sous-secteur, j'ai envie de dire, et de travailler ça. Donc, de travailler, je ne sais pas, moi, le Lamentin, la plaine du Lamentin, connaître le prix au mètre carré pour le commercial, pour le bureau, regarder les transactions, se faire un relationnel au niveau des agences immobilières du coin, connaître aussi un peu, discuter avec les notaires, mais d'aller voir les notaires ou essayer d'avoir des relations avec eux, mais pas leur demander en général, leur demander des choses précises. Pareil pour les banquiers, essayer de vraiment être focus sur une zone et puis ensuite, voilà, le relationnel va faire que vous aurez de plus en plus de données. Donc, pour répondre à ta question directement, le prix du marché, le top du top, c'est quand même d'avoir des comparables, d'avoir des transactions avérées. Et de comprendre pourquoi, parce que alors, je finis sur ce point-là. Le problème, c'est que, OK, vous aurez des comparables, mais il y a des fois en Martinique, on est les spécialistes des prix aberrants. Donc, des trucs bizarrement trop chers ou des trucs vraiment trop bas. Et donc, il y a des distorsions de marché qui sont dues à plusieurs choses, qui sont dues à des dispositifs fiscaux, des gens qui ont de l'épargne et qui abondent des fonds de l'extérieur. Il peut y avoir la dette aussi, la disponibilité de la dette, bon, toutes ces choses-là. Donc, au fil de l'eau, vous devez aussi comprendre un petit peu, OK, quand vous voyez quelque chose d'aberrant, que enfin, des fois, il y a des choses hors marché, c'est ce que j'essaie de dire. Il ne faut pas forcément euh, coller à ça. Il faut tout de suite se dire, OK, bon, là, on est vraiment dans la fourchette haute du marché. Et pourquoi tel intervenant a fait ça? Bon, peut-être parce qu'il avait une vue, c'était son rêve d'avoir quelque chose là. Bon, il a surpayé. Les gens surpayent. Mais bon, au moins, vous aurez le maximum de ce que quelqu'un a été capable de payer pour un lieu bien précis. Voilà. Ok. Alors François, je vais te donner un peu la parole sur la partie un peu plus technique de la réhabilitation. Et puis tu m'indiques quand tu souhaites que je change de slide. Ok, bonsoir tout le monde. Oui, donc comme par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, pour remettre bien les repositions sur le marché, on va réaliser ce travaux. Et donc il y aura différents types de réhabilitation selon l'état du bien. Selon l'état du bien et selon ce qu'on veut qu'il devienne. Donc j'ai essayé de partir sur trois niveaux de réhabilitation qu'on peut retrouver. Le premier consiste à un rafraîchissement. Donc, on a un bâtiment qui est plutôt en forme et en fait, on veut juste donner une deuxième jeunesse. Donc, on va changer les sols. Donc, on va soit partir sur du carrelage ou du sol souple, ça va dépendre de la destination. Donc, on va remettre en peinture. Et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est parce qu'on est dans une localisation où on sait qu'en faisant ces travaux-là, ça suffira à pouvoir le mettre en location, même en banque.
Donc là, c'est vraiment le niveau de base. On ne m'entend pas bien. Ouais, justement, Manuela qui dit qu'on ne t'entend pas bien. Vous m'entendez bien ou pas? Je pense qu'il va falloir que tu cries. Voilà, ça y est, j'ai un problème de. Ouais, attends. Hein. Visiblement, ton son est trop bas. Allô? Oui, oui. Ouais, ton son est assez faible. Ouais, c'est ça. J'ai testé pourtant, Yann. Oui, on a testé, mais je ne sais pas. Ce n'est pas ouais. Enfin, je pense qu'il faut juste que tu parles un peu plus fort, malheureusement. Je vais crier. Voilà, c'est ça. Donc, je disais que j'ai déterminé pour cette présentation 3 niveaux de réhabilitation. Un niveau de base où ça consiste simplement à rafraîchir le bien. Donc, avec une ratio, merci, avec une ratio entre 250 et 500 euros le mètre carré. Maintenant, voilà, ça consiste en quoi? C'est changer les sols, donc remettre du carrelage, remettre du concours de peinture. Et mais voilà, ça va dépendre quand même, j'ai envie de dire, de ce qu'on veut vraiment faire. Sachant que il faut comprendre aussi que changer les sols, ça peut être aussi pas si simple que ça. On a deux techniques, soit on peut faire une pose collée, et la plus compliquée, c'est d'enlever toute la chape, et là, ça peut être compliqué. Mais en fait, ça va vraiment dépendre de l'état du bien. En tout cas, ça, c'est un niveau de réhabilitation qui permet d'aller sur des budgets pas trop importants et de repositionner le bien sur le marché, comme l'a expliqué Lionel. J'ai déterminé un deuxième niveau, c'est une rénovation complète. À ce moment-là, on refait tout. On refait les cuisines, salles de bain et les fenêtres, la plomberie et l'électricité. Alors, c'est important aussi de se dire, quand on fait des rénovations, des fois, on veut pas faire, on veut faire des fois le minimum et on sous-estime des fois certaines choses. Il ne faut pas sous-estimer des fois l'état des réseaux de plomberie qui sont, quand ils sont anciens, en cuivre. Et des fois, on peut avoir des mauvaises surprises où on a voilà, le cuivre qui pète à un certain moment. Donc, il faut aussi analyser les choses et ne pas faire une rénovation qui, au bout de certains temps, va présenter des problèmes pathologie du bâtiment. Tu peux passer à la slide suivante, Lionel. Oui. Je n'ai pas compris la question, Alors, mais... alors ah oui, donc la question de Thierry, c'est les prix sont-ils main-d'œuvre uniquement ou main-d'œuvre plus matériaux? Tout d'opération, donc ça comprend toute l'opération, les intervenants, les matériaux, tout. D'accord. Alors, on va en parler un peu après, des intervenants qu'il faut avoir sur une réhabilitation. Ensuite, on a donc le dernier niveau, c'est le plus complexe, hein, c'est la rénovation lourde. Donc, on est sur un bien qui est assez abîmé, mais on estime que par rapport à sa localisation, Loïc, comment on fait? On répond aux questions après ou je vais m'arrêter. Alors, 40%, ça dépend de quel matériau déjà. Euh, les coûts de la construction n'ont pas pris 40%. Certains matériaux ont pris, mais on n'est pas passé à des coûts de 40%. En tout cas, les prix ne sont pas envolés de 40% de manière générale. Et je pense qu'il faut de toute façon attendre un peu pour voir comment ça se stabilise. Et donc il y a plein d'études qui sont faites en ce moment où on voit un peu comment ça se passe. Et, mais je pense que les prix sont encore corrects par rapport à ce que je vois sur le chiffrage actuel d'opérations. Ce que je peux proposer, François, c'est de déployer ta présentation et à un moment donné, Ah, ouais, okay. je prendrai quelques questions. Ok, très bien. Donc, rénovation lourde. Donc, on est sur un bien qui est abîmé et qu'il faut par exemple peut-être conforter. On va parler tout à l'heure de ça, mais alors ça va dépendre aussi de l'opération et de son ampleur. Mais par exemple, on va parler tout à l'heure de changement de destination. Quand on passe, par exemple,
mais on a parlé tout à l'heure, quand on passe d'un logement à un bureau, il faut savoir que les charges d'exploitation qui sont demandées par la réglementation ne sont pas les mêmes. Et des fois, on se retrouve à devoir renforcer des planchers. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Et que dire là-dessus aussi? Oui, donc aussi, on peut avoir envie de changer la structure, de faire des élévations, des extensions. Donc là, on est vraiment dans la partie vraiment lourde de rénovation. Et voilà, on peut atteindre des prix assez importants. Tu passes alors, moi, j'ai une question. Entre la rénovation lourde et celle qui est la plus légère, est-ce qu'on a besoin de permis? Et si oui, quel type de permis? On y arrive tout à l'heure, mais Bon. effectivement, tout ce qui va être changement de destination ou modification de façade, on va devoir demander un permis. Justement, c'est le point qui arrive là. Donc, je voulais vous attirer votre attention quand même sur des points spécifiques qui sont liés à une rénovation. Donc, il y a la partie diagnostic. Donc, il y a des diagnostics obligatoires qui sont faits au moment de la vente. Et ça permet d'indiquer effectivement les travaux qu'il faudrait faire de manière obligatoire. Donc, ça peut être reprendre l'électricité parce qu'elle est plus aux normes. Et en général, ce qui est le plus embêtant, c'est tout ce qui est lié à l'amiante, au plomb. C'est pour ça que j'en parle après. Et là encore, il faut faire attention parce que on commence à consulter, on est tenté par certaines entreprises qui sont moins chères, mais qui ne sont pas agréées et qui aussi peuvent clairement, même en étant moins chères, truander un peu les gens. Là, j'ai en tête un client qui avait commencé un peu son opération sans moi. En gros, comme il avait acheté le bien, il savait qu'il fallait désamianter, il a fait un désamiantage. Et au moment de régler le sol, il me dit, tiens, tu peux vérifier. Donc, je regarde, je lui dis, mais est-ce que tu as les documents obligatoires? Tu as ton plan de retrait? Est-ce que tu as ton bordereau de suivi de chantier? Et il n'avait rien de tout ça. Et quand il a demandé à l'entreprise ces documents-là, l'entreprise ne donnait plus signe de vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument rien fait de ce côté-là. Alors, il faut savoir que quand on désamiante un bâtiment, par exemple, les déchets qui sont produits vous appartiennent de l'endroit où vous avez extrait, donc du bien jusqu'à la filière de traitement. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les bordereaux de suivi pour que s'il y a un problème, vous ne soyez pas attaqué et qu'il n'y ait aucun problème. Là, c'est l'entreprise qui remet le bordereau de suivi. C'est l'entreprise qui fait le désamiantage. Ok, d'accord. Et en l'occurrence, le cas dont je vous parle, donc, mon client avait quand même payé 14 000 euros. Et quand il s'est pointé sur le chantier, il a vu les gens en plus enlever les matériaux avec amiantés sans protection, parce qu'il était passé par hasard. Donc il faut vraiment faire attention parce que celui qui va coûter moins cher, il risque de ne pas être agréé, il risque de mal travailler. Donc si l'inspection du travail passe, notre organisme pourrait avoir des soucis. Et après, si vous n'avez pas aussi les bordereaux au-dessus des déchets, vous pouvez être embêté aussi. Donc, ça, c'est le slide suivant, Lionel. Donc, ouais, c'est le point que tu as soulevé tout à l'heure, Eric. Donc, je tiens aussi à signaler que quand on rentre dans des modifications du bien, donc changement de destination ou modification de façade, ça peut entraîner une demande de permis de construire. Donc, changer la destination du bien, c'est par exemple, comme l'a expliqué tout à l'heure Lionel, on a un logement de l'habitation, et on se dit, bon, dans cet emplacement-là, il serait quand même mieux de faire des bureaux. Et là, il faut savoir qu'il faut faire un permis, une demande de permis de construire. Et ça peut être assez contraignant parce qu'après, on peut demander par exemple des places de parking. Quand on est en centre-bourg, ça peut être assez compliqué. Si on, par exemple, passe sur un restaurant, on peut avoir aussi pas mal de places demandées par le plan local d'urbanisme. C'est des points auxquels il faut faire quand même attention. Donc tout ça, il faut le vérifier avant de s'engager dans l'achat. Je suppose qu'il y a aussi une démarche à faire auprès du centre des impôts, si on a changé la destination d'un bien, non?
Ça se fait dans le... Enfin, les impôts, de toute façon, quand vous faites le permis, Ça se fait. Ok, d'accord. je ne vous oublie pas. Euh, et puis, voilà. Et après, il y a aussi des choses quand on est dans certaines zones, par exemple à Fort-de-France, en centre-ville, il faut faire attention parce qu'on a aussi les architectes des bâtiments de France qui peuvent intervenir. Et donc, tout le projet qu'on peut avoir en tête peut être remis en question. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter un peu tout le monde avant de s'en lancer. Ça peut être vraiment assez contraignant. Et aussi, voilà, aussi une spécificité sur Fort-de-France. Si on se dit, par exemple, j'ai un bâtiment, je veux avoir un étage de plus ou deux parce que le plus le permet, il faut savoir que là, on peut avoir des problèmes aussi, puisque les permis de construire peuvent demander, enfin, on peut demander un permis de construire des études de sol, des choses comme ça, qui peuvent vraiment bloquer le projet. Donc, vraiment, ces points spécifiques, il faut y penser et les prendre en compte, par exemple, de se lancer dans l'achat déjà du bien. Même avant de payer des études d'architecte, il faut aussi se poser des questions parce que l'archi va vous faire des choses et puis le permis, il ne va pas l'obtenir parce qu'il n'avait pas pensé à ça. Et puis voilà, c'est un peu tout ce que je vais dire sur la partie de points spécifiques. Le slide d'après, Lionel, je crois que c'est à toi maintenant. Ouais. Oui, on a voulu donc en fait, moi j'ai voulu un peu parler de la partie financement, même si évidemment c'est toujours un peu au cas par cas parce que ça dépend un peu de la situation de chacun et surtout de la relation que chacun a avec son banquier. Et donc, on peut pas, c'est difficile de faire des généralités, mais il y en a quand même quelques-unes. La première, pour moi, du point de vue du financement de la réhabilitation, repose sur la capacité que vous aurez, ou en tout cas la capacité que vous pourrez démontrer quant à la maîtrise des coûts des travaux. Parce qu'en fait, c'est vraiment le point, surtout à la Martinique, où vous avez un vrai risque. Donc, on peut partir en imaginant que vous avez bien construit votre projet, que vous avez bien choisi l'emplacement, que votre stratégie est bonne, que votre prix d'achat est cohérent, que enfin, tout va sur des roulettes et vous commencez les travaux et là, un bon projet peut devenir un casse-tête. Et donc, vous devez, quand vous allez, et les banquiers le savent, hein, évidemment. Hein, enfin, je veux dire, c'est des gens qui voient ça tous les jours, ils voient des dossiers qui arrivent et des dossiers qui plantent. Et souvent, en fait, c'est sur les travaux que ça plante, parce que, on en parlera un peu après, enfin, juste dans la ligne suivante, mais en gros, un projet qui est dimensionné pour une réhabilitation de 3 mois, qui finalement dure 6 mois, voire 9 mois, ça veut essentiellement dire des surcoûts, et donc ça veut dire que vous allez devoir frapper à la porte de votre banquier pour demander une rallonge, et là, les équilibres financiers de la transaction ne sont plus les mêmes. Et donc, en amont, vous devez prouver que vous allez mettre tout en œuvre pour maîtriser le coût des travaux. Et donc, vous assurez que vous vous faites accompagner de professionnels et que vous avez fait les études préalables pour vous lancer. Donc en gros, professionnel, c'est quoi? C'est tout. Alors là, on est un peu entre le marteau et l'enclume. Pourquoi? Parce que vous devez vous faire accompagner de professionnels. Vous devez avoir fait des études, mais en même temps, vous ne voulez pas dépenser d'argent pour une transaction que vous n'allez pas faire. Donc, oui, mais là, c'est compliqué. Donc, il faut quand même avoir un certain niveau. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles, soit par le savoir-faire, soit par les relations, soit par la recherche. Donc, en gros, rien n'empêche que vous visitiez un bien et si vous avez un artisan qui travaille avec vous, qui le visite avec vous. Si vous avez une relation particulière avec un architecte, bon, il vient regarder. Mais de manière générale, moi, j'ai toujours au conseil d'avoir un assistant à maîtrise d'ouvrage. Le problème, c'est que les architectes, ils le font, mais ils sont un peu jugés partis quand même, quoi. Parce que ils sont payés au pourcentage du budget de travaux. Et donc, quelque part, s'il y a un dépassement de coût et qu'il arrive à vous démontrer que ce n'est pas de sa faute, ben, il faudra le payer.
s'il a ce rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, donc le professionnel, généralement, hein, que je conseille, c'est d'avoir quelqu'un qui défend vos intérêts. Donc, un technicien qui défend vos intérêts, qui sait lire entre les lignes et qui va faire le travail de suivi du chantier technique. Parce que c'est une chose d'aller dire aux gens, mais pourquoi il n'est pas là? Pourquoi? Déjà, il faut avoir le temps de le faire. D'appeler l'artisan 5 fois, lui dire mais pourquoi il n'est pas venu ton gars, etc., etc. Mais ensuite, techniquement, des fois, on est limité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tout de suite si ça a été bien réalisé, s'il y a des malfaçons, si les délais sont bien tenus, etc., etc. Donc, faites-vous accompagner. Le deuxième point, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on en a parlé, quand Eric m'a posé la question sur le prix du marché, c'est que pour moi, les comparables sont très importants. Et finalement, le banquier, quelle est son approche dans une réhabilitation? Et c'est ce que je mets au troisième bullet point. Vous lui demandez de financer un bien dégradé. Donc, s'il prend, parce que vous savez que les banquiers dégradent les valeurs que vous leur proposez, donc, un bien dégradé, quand ça arrive dans la main du banquier, si c'est, je sais pas moi, une villa, il va considérer qu'on est grosso modo, alors je parle de très dégradé quand même, hein. Très dégradé, grosso modo pour lui, c'est le prix du terrain. D'accord? Donc, à chaque fois, il va réduire un peu vos ambitions. Et il va stresser vos ambitions. La meilleure façon de le convaincre il faut qu'il se déstresse, c'est de lui montrer des comparables et de lui montrer des choses réelles et factuelles. Donc, plus vous êtes factuel dans votre analyse de marché, et plus vous serez percutant. Le deuxième point qui fait très peur aux banquiers, c'est la vacance. Parce qu'évidemment, lui, son rêve, c'est de vous prêter de l'argent et qu'il n'entende plus parler de vous, entre guillemets, en tout cas du prêt en question. Donc, que le prêt ne remonte plus jamais dans ses lignes. À chaque fois, c'est payé rubis sur ongle, et puis on n'en parle plus, on passe à autre chose. Et donc, en amont, sa façon d'analyser les choses, c'est de se dire, OK, quel est le risque de vacances? Donc, en gros, quel est le risque que je n'ai pas les revenus qui me permettent de servir mon prêt? Et donc, vous devrez démontrer que le bien réhabilité est assez bien positionné et stratégiquement assez bien pensé et que finalement, il n'y aura pas de vacances. Et même, parce que je discutais avec un investisseur immobilier la semaine dernière et il m'a surpris parce qu'il m'a dit quelque chose. Je lui ai dit, mais la vacance, c'est quand même un problème. Il a un gros portefeuille, plusieurs millions d'euros. Et je lui ai dit, mais la vacance, c'est quand même un problème. Il me dit, non, la vacance n'est pas un problème pour moi. Je ne pense pas à la vacance, je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'en amont, je positionne mes biens et j'ai une stratégie qui fait que même si le locataire qui est là s'en va, je sais que j'ai fait le travail en amont pour que le bien soit reloué très rapidement. Et j'ai trouvé ça très fort. Donc finalement, il s'est dit, avant même de penser à une stratégie immobilière, je vais vérifier si je peux faire passer cet actif dans ma moulinette, dans mon raisonnement, dans mon espèce de cahier des charges, pour que je n'ai plus à me soucier de la vacance. Évidemment qu'un locataire peut dire, finalement, on va partir. Mais lui, il est assuré par la qualité de son travail et par la façon dont il a positionné le bien, sa valeur, son prix, tous les éléments qui permettent à un locataire de se sentir bien dans un actif. Il a fait le boulot. Et donc, il me dit, moi, je n'ai pas peur de ça parce que je sais que ça va être loué. Et ça, c'est un argument que j'ai trouvé fort. Et ça, c'est finalement la bonne approche que vous devez avoir quand vous vous présentez devant le banquier. Donc, en gros, OK, bien sûr. Oui, vas-y, Eric. Ça, c'est une stratégie du côté de l'investisseur. Mais du côté du banquier, lorsqu'il analyse le projet, lui, d'emblée, dans ses calculs, il compte 30% de vacances. Oui, non, mais il compte 30% de vacances, mais des fois, ça n'a pas lieu d'être. Et d'ailleurs, vous devez le voir, en fait. Vous devez le voir quand il le fait. Et donc, il faut le convaincre, parce qu'en réalité, il compte 30% de vacances, mais c'est à la tête du client. Moi, je le vois tous les jours. Il va compter 30% de vacances pour un tel, mais il ne va pas compter 30% de vacances pour toi, Eric, parce qu'il sait
que tu es un investisseur dynamique et que tu vas pas laisser un bien vacant et que tu es dans tes affaires, quoi. Et évidemment que tout le monde n'a pas le même profil. Donc, il va un peu, en fonction de ce qui c'est du client, de la dynamique, de ce que vous aurez présenté sur la stratégie aussi. Parce que si le bien est bien loué dans son marché, qu'il y a de la demande, pourquoi il prendrait 30%? De toute façon, de manière générale, hein, quand vous montez une transaction immobilière ou une transaction tout court, hein, du point de vue du financement, vous n'allez pas demander un financement qui est à l'euro près le loyer que vous allez recevoir. Ça, c'est sûr que ça ne passera jamais. Donc, techniquement, vous devez toujours trouver un bon équilibre pour que le loyer perçu à 100% couvre le bien, enfin couvre le service de la dette. Pardon. Voilà. Techniquement, vous êtes confort si vous avez 20%. Donc, ça veut dire si le loyer couvre le service de la dette de 1,2, grosso modo. Bon. À ce moment-là, le banquier, s'il enlève 30% du revenu locatif et qu'il vous dit, le dossier est difficile, vous saurez lui demander, est-ce que c'est par rapport au revenu locatif, est-ce que c'est par rapport à l'emplacement, est-ce que c'est par rapport à la quotité, est-ce que c'est par rapport à la valeur d'achat. Et il faut discuter en fait avec lui. Et je pense que dans vos présentations à vos banquiers, vous devez être très structuré sur tous les points que je viens d'évoquer. Et donc, avoir sa validation sur tous les points. Évidemment qu'il va, oui, pas ni pucci, comme on dit chez nous, il ne va pas forcément être d'accord avec vous sur tout. Mais il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait un dialogue. Et si lui, quand il fait sa réduction, où en fait il enlève le revenu locatif, il est à 1,00 ou à 0,99, donc ça veut dire que finalement, le loyer qui reste après avoir enlevé 20 ou 30%, finalement couvre relativement bien le coût de la dette, hein, la traite, comme on dit. Normalement, le prêt doit être accepté. Si le prêt n'est pas accepté à ce niveau-là, c'est que des fois, vous savez, il y a des fois des banquiers qui ne veulent pas travailler avec vous, ou ils ne veulent pas faire la transaction, ils n'aiment pas l'endroit. Enfin, il y a plein de... On n'est pas que dans du pur mathématique, hein. Il y a de l'émotionnel, il y a plein de choses, il y a comment vous avez présenté, voilà. Mais c'est pour ça que quand j'ai commencé là, sur cette partie-là, je vous ai bien dit, c'est au cas par cas, ça dépend du profil, etc. Donc, il ne faut pas prendre tout pour... voilà. Mais les comparables, c'est important, la vacance, c'est important. Alors, je peux donner une petite information. J'ai reçu cette semaine un appel de la Caisse d'épargne qui aujourd'hui, enfin, ils ont communiqué dans leur réseau en disant qu'ils prenaient 90% aujourd'hui des loyers, des revenus locatifs, et non plus 70% comme ils faisaient d'habitude. Voilà, donc ça veut dire que si tu as structuré ta transaction à 1,2 ou 1,3, on va discuter le bout de gras sur la valeur du prêt, tu vois, ou le taux. C'est comme ça. Mais au final, tu n'es pas déconnant par rapport à l'analyse du banquier, quoi. Alors, deux petites remarques, puisque ce sont des points qui ont été évoqués précédemment. Alors, il y a Sandrine qui nous donne une information. Lorsqu'on parlait tout à l'heure des autorisations, etc., elle explique qu'il existe qu'on peut faire une demande d'autorisation d'occupation de voirie en centre-ville. D'accord? Et deux, c'est une intervention de Christina qui pose la question. Est-ce qu'un économiste de la construction, au lieu de l'AMO, et peut-on faire appel à un professionnel pour les travaux avant la vente? Alors, deux questions. Alors, sur la distinction entre l'ingénieur BTP, assistant à maîtrise d'ouvrage et l'économiste de la construction, je vais laisser François s'exprimer. Et ensuite, sur le deuxième point, je n'ai pas très bien compris la question. Peut-on faire appel à un professionnel pour les travaux avant la vente? C'est-à-dire avant quelle vente? Avant l'achat? Je vais répondre. Alors, okay. Je ne sais pas, économiser la construction, c'est un terme générique, ça va dépendre de ses compétences,
ses compétences intrinsèques. Hein. Économiser la construction, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est censé faire des métrés, calculer, calculer des métrés. Donc voilà, en fait, je pense que le professionnel qui accompagne au début et qui vient à risque, c'est quelqu'un qui doit avoir une connaissance générale des choses. Alors, soit, si dans votre entourage, vous avez quelqu'un de ultra technique, comme un bureau d'études techniques, ça c'est l'idéal, donc un bureau de contrôle. Moi, personnellement, quand j'y vais, en tant qu'AMO, par rapport à ma connaissance des bâtiments, je distingue tout de suite s'il y a un problème ou pas. Donc, je rassure mon client sur le fait que ça va aller ou pas. Ou quand je vois des problèmes, je dis bon là, je vois qu'il y a quelque chose et donc on va faire intervenir telle ou telle personne. Et donc je pense effectivement la question de Christina, avant l'achat, oui. Oui, d'accord. C'est avant l'achat. Il faut aller voir avec quelqu'un s'il n'y a pas un problème déjà sur la structure du bâtiment, s'il est sain, si voilà. En fait, quand on ne connaît pas, on peut voir des choses qui ont l'air très compliquées, en fait, qui ne le sont pas du tout. Par exemple, le béton peut se détériorer à certains endroits, et puis en le réparant, ça peut aller assez bien. Par contre, il y a des choses qui peuvent vraiment être problématiques et coûter assez cher. Et je pense que le plus difficile, c'est quand on a des bâtiments qui sont encore pas, entre guillemets, déshabillés, c'est-à-dire qu'il y a un déshabillage ou on va rentrer sur quelque chose qui est pas habité depuis très longtemps, donc il y a encore des meubles, il peut y avoir des affaires. Et c'est là où ça peut être problématique, quand on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe. Et malheureusement, le vendeur ne veut pas s'en occuper parce que je pense que ça lui coûte de l'argent. Et puis d'ailleurs, je pense que ça n'intéresse pas qu'on soulève des choses. Et il faut vraiment essayer de voir vraiment tous ces problèmes-là avant d'acheter. Merci. Ouais, alors on va finir sur ce point-là, notre présentation. Donc, on a parlé des aides au début. Donc, il existe effectivement des dispositifs d'aide. Alors, Eric en a parlé et c'est bien. Il y en a divers et variés pour les biens dits insalubres, au travers des programmes pour redynamiser les villes. Vous avez des actions comme celle d'Action Logement, par exemple. Il y a différentes choses qui existent. Je pense qu'il faut les envisager au cas par cas. Donc, c'est bien de... Alors, ça fait partie un peu de la veille dont je parlais tout à l'heure. La veille, il y a la veille du marché, il y a la veille des aides aussi. Comprendre un peu ce que telle ou telle institution peut faire pour vous aider. Mais, et ça, c'est un réflexe que je vois en Martinique, et j'attire votre attention parce que je sais que vous êtes des passionnés de l'immobilier. Et je vais vous dire un truc peut-être qui va vous choquer, mais en réalité, les investisseurs immobiliers dans le monde, la grande majorité des gens qui ont réussi dans l'immobilier, ils n'utilisent pas d'aide. Je ne pense pas que Jacques Lépine a fait son parcours en se disant mon Dieu, il me faut une subvention, il me faut une aide pour faire un bon deal immobilier. Il ne raisonne pas comme ça. Et il ne faut pas qu'on raisonne comme ça. Et en Martinique, on a une tendance à être un petit peu trop systématiquement finalement en quête de l'aide pour rendre le deal viable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'aide, hein, attention. Hein. Mais je dis que la viabilité d'une transaction ne repose pas sur une aide. L'aide, elle est là pour sublimer la rentabilité escomptée. Et d'ailleurs, en fait, finalement, nous, on dit pour sublimer la rentabilité escomptée parce qu'on est des investisseurs et qu'on ne fait rien pour perdre de l'argent. Mais il faut bien comprendre qu'une aide, à la base, elle est faite pour aider une transaction qui est structurellement déficitaire. D'accord ? Et l'aide n'est pas là pour vous faire gagner des milliers et des cents. Elle est normalement là pour vous faire arriver à un seuil de rentabilité où vous ne perdez pas d'argent. Donc, c'est ça, il faut comprendre la façon dont les gens qui vous donnent des aides réfléchissent aussi. Ils ne vous donnent pas des aides pour que finalement vous preniez les aides et que vous les mettiez vous les mettiez dans votre poche.
si on fait une bonne transaction et si on est un investisseur avisé, évidemment qu'on peut faire des effets de levier très, très impressionnants et très sympathiques avec les aides. Mais il n'en demeure pas moins que vous ne devez pas approcher vos projets immobiliers, vos transactions immobilières, en mettant l'aide au centre de toute la réflexion qu'on vient d'évoquer pendant 50 minutes. Donc, vous voyez, moi, je l'ai mis au dernier slide volontairement, c'est parce que vous avez fait tout ce travail, vous êtes sûr de votre coût et hop, vous rajoutez une aide dans votre plan de financement, vous baissez votre coût de la dette, vous baissez votre montant d'investissement en fonds propres et là, vous faites un deal très puissant. Mais commencer par l'aide et se dire « Ah, je vais aller à tel endroit parce qu'on donne des aides. Alors, je peux aller regarder un endroit parce qu'on donne des aides. Mais il ne faut pas raisonner, il ne faut pas suivre l'aide. L'aide vous suit. » Voilà. Donc ça, c'était un point important. Et effectivement, il y a des dispositifs, comme tu l'as dit, hein, très, très intéressants comme celui de Cœur de Ville, qui est très dynamique. Et voilà, il faut bien connaître, il faut parler aux gens, il ne faut pas hésiter à y aller. Mais il faut, alors je le dis aussi souvent, parce que les gens, ils font des fois des demandes d'aide et puis ensuite, ils sont là, ils attendent l'avance. Donc, en gros, il faut que tu me donnes les fonds propres pour y aller parce que c'est une aide, etc., etc. Pour moi, ce n'est pas un deal qui est bien structuré. Donc, prévoyez vos apports en fonds propres, gérez ça et finalement, si l'aide vous permet d'en mettre encore moins, vous mettrez encore moins, mais vous ne devez pas… Alors après, il y a des deals qui sont vraiment borderline. Il y a des choses qui marchent limite avec l'aide et puis ça ne marche plus, le taux d'aide. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le… Il faut faire des modélisations, il faut tester en fait. Ça, c'est aussi le travail de l'investisseur. Vous allez faire plein d'essais, vous allez voir. Bon, ok. Mais il faut quand même prévoir l'avance de fonds. Donc, ça veut dire qu'il faudra aller demander à votre banquier de vous préfinancer l'aide quand même, généralement. Donc, il y a des avances, mais il y a aussi souvent des préfinancements d'aide. Donc, c'est une discussion qu'il va falloir, parce que là, du coup, pendant un certain temps, votre banquier, vous aurez un taux d'endettement assez sexy avec lui. Et donc, il faut que lui, et on a vu ça en Martinique à plusieurs reprises, des banquiers qui se désolidarisent de la qualité de crédit des gens qui donnent les aides. Donc, ils disent, ah non, c'est des mauvais payeurs, voilà quoi, tel endroit, telle institution, vous aurez la dette vous aurez la subvention dans 3 ans, autant que je vous fasse un prêt de 3 ans et puis vous me remboursez anticipé. Attention, parce que qui dit subvention, qui dit préfinancement d'aide, dit in fine. Donc, on n'amortit pas le prêt. On paye juste les intérêts pendant une certaine période. Et puis ensuite, quand la subvention arrive, on rembourse. Sauf que les banquiers, maintenant, des fois, alors, j'espère que ça va changer. Il y a une nouvelle programmation qui arrive où tout se passe… à part depuis 10 jours, à part depuis une semaine, mais bon, on était quand même dans une dynamique assez positive. Et donc, voilà, j'espérais que les banquiers repasseraient au in fine, mais ce que j'ai vu finalement depuis un an, c'était non, je vous donne le droit d'avoir des pénalités de remboursement anticipé beaucoup plus faibles, certes, mais je vous fais quand même le prêt normalement avec les subventions. Et donc, vous devez amortir pendant la période. Donc, quand vous faites une construction ou une réhabilitation, alors ça, vous pouvez demander un décalage de remboursement, mais bon, c'est quand même, tout ça, ça reste quand même assez sophistiqué du point de vue de l'ingénierie financière. Donc, il faut bien maîtriser le sous-jacent avant de partir dans des montages financiers trop compliqués. Mais tu parlais d'in fine, en général, les banques proposent in fine aux personnes qui font aux investisseurs qui font des programmes immobiliers. Ou bien… Non, en fait, si par exemple, j'ai un accord de subvention, donc, vous parlez par rapport à la subvention, c'est ça? Je parlais par rapport aux aides et aux subventions. Oui. Okay. Uniquement. Okay. Uniquement par rapport… Non, c'est juste le préfinancement des aides. C'est de ça que je parlais. Okay. Parce qu'en fait, de toute façon, pour une aide, tu dois remonter des factures. Généralement, il y en a où ce n'est pas le cas, mais bon, je prends le cas le plus défavorable. Le cas le plus défavorable d'une aide, c'est j'obtiens l'aide, je paye et je monte la facture et on me verse
la quotité d'aide qui correspond à la facture. Donc, je dois attester de la dépense. Et évidemment, on peut le faire en fonds propres, mais la plupart du temps, les investisseurs, ils vont voir leur banquier et leur disent, bon, ben voilà, j'ai une aide de 100 000 euros, est-ce que vous pouvez me faire un prêt de 100 000 euros? Voilà, pour prendre un exemple. Sauf que l'aide, donc les banquiers, ils peuvent dire, OK, je vous fais un prêt. Alors, quand je dis in fine, on peut le rembourser au fil de l'eau quand on reçoit la subvention, mais il a une durée qui est relativement courte. Donc, on considère que vous avez 1 an ou 2 ans entre le moment où vous allez commencer à dépenser et le moment où la totalité de la subvention vous sera versée. Et donc, vous remboursez uniquement le prêt quand la subvention est versée. Ça, c'est une chose. Mais à cause de la façon dont les institutions ont fonctionné et puis des dysfonctionnements surtout, j'ai vu beaucoup de banquiers dire OK, on est prêt à vous suivre parce que, bon, quand même, c'est une subvention de l'État et que, bon, si vous l'avez, vous l'aurez. Enfin, si on vous l'a accordé, vous l'aurez. Mais comme on ne maîtrise pas le temps, finalement, pendant lequel vous allez devoir attendre, parce qu'il ne suffit pas de montrer la facture, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la preuve que vous avez fait la dépense, mais combien de temps aussi derrière le remboursement de la dépense va être activé? Ça aussi, ça peut prendre du temps. Et donc, ce que les banquiers disent pour être un peu plus sécurisé, c'est je vous finance finalement cette avance sur l'aide, mais c'est un prêt amortissable. Donc, vous ne payez pas que les intérêts, vous le remboursez. C'est un prêt normal, en fait. Et au fur et à mesure que vous touchez la subvention, vous remboursez le prêt. Et donc, c'est moins intéressant pour un investisseur, du coup, parce qu'il va falloir rembourser, c'est ce que je disais. C'est ça. Voilà. Mais bon, ça, c'est encore au cas par cas, il faut négocier. Et ça dépend de la robustesse de la subvention aussi. Ouais. La taille, son montant nominal, en fait, je veux dire. Mais tu fais bien de rappeler, hein, c'est vrai que les banques, dès que tu leur parles de subvention, tu leur présentes un projet et tu leur parles de subvention ou d'aide, ils sont pas trop, ça les enchante pas trop, quoi. Mais oui, mais c'est parce qu'elles ont. Pourquoi? Mais je vais te dire pourquoi. Mais c'est parce c'est l'effet de masse, en fait. C'est qu'elles voient beaucoup de gens qui, avant de leur parler du projet, leur parlent d'aide. Et ils sentent dans le discours que la personne a décidé de faire ce projet-là parce qu'il y a des aides. Mais ça remonte à des années. Hein. C'est pas un truc qui est neuf en Martinique. Hein. Ça remonte à une dizaine d'années. Voilà. Parce qu'à un moment donné, les aides étaient. Ça allait vite, c'était beaucoup d'argent, des taux d'effort extrêmement élevés. Donc, forcément, les gens ont pris des mauvaises habitudes. Et les banquiers, ils ont vu l'histoire se dérouler parce qu'ils voient les dossiers. Et donc, aujourd'hui, ils ont un peu plus de défiance vis-à-vis de ça. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que je vous encourage à rester vraiment dans votre… Voilà, si vous êtes un investisseur immobilier en Martinique, vous pourrez être un investisseur immobilier à Miami. C'est juste la connaissance du marché que vous n'avez pas, mais les réflexes intellectuels sont les mêmes. Et donc, quand vous êtes investisseur immobilier à Miami, vous ne pensez pas aux aides. Vous pensez dynamique de marché. J'ai pris un exemple un peu grossier volontairement, mais c'est un peu ça. Donc, pensez fondamentaux et ensuite, tentez d'avoir connaître les dispositifs. Tentez au moins de connaître les dispositifs, bien sûr. Alors, en dehors des notaires, où peut-on se procurer ces fameux comparables pour avoir le prix du marché dans le secteur? Ça, voilà. Ça, c'est la différence entre les différents profils d'investisseurs immobiliers. En fait, il n'y a pas d'endroit. Donc, en gros, c'est que du réseautage, c'est que poser des questions, c'est que être curieux, c'est que surveiller ce qui se passe aux enchères, par exemple, parce que c'est un bon réflexe. En fait, c'est un mix de toutes les informations disponibles. Et c'est ça le problème en Martinique, c'est qu'on n'a pas la synthèse. Donc, dans les grands marchés, quand il y a beaucoup de liquidités dans les marchés, la synthèse est faite, donc elle est disponible. Vous savez dire,
pas moi, à Lyon, quel est le prix du mètre carré dans telle zone, ou n'importe où en France, grosso modo en France continentale. En Martinique, la synthèse du marché n'est pas faite. Donc, il faut voir tout le monde. Donc, oui, donc, en dehors des notaires, ben, vous aurez les agents immobiliers. Donc, c'est bien d'avoir un pote dans une agence immobilière, voire deux, voire trois. C'est bien de discuter avec son banquier. Donc, si vous avez un banquier qui vous suit, ben, il ne faut pas hésiter de lui proposer un rendez-vous et d'aller le voir. Comme on dit chez nous encore, parole pour rien. Vous parlez, vous discutez, vous dites vous avez vu tel truc, qu'est-ce qu'il en pense, voilà. Donc, prendre des informations comme ça un peu détournées. Qui d'autre? Les artisans aussi peuvent vous donner des éléments. Il faut poser des questions, il faut s'intéresser, et c'est plus comme ça que vous allez réussir à reconstituer le prix du marché. Des fois, c'est avéré, vous aurez l'information, pas de problème. Des fois, ce sera un petit peu plus, ça demandera un peu plus de travail. Voilà. Sinon, on voit les agences immobilières. Oui, les agences immobilières, ouais. De toute façon, les agences immobilières, c'est la meilleure ressource. Si vous pouvez travailler de les choses, vous trouver déjà des prospects, des gens qui seraient intéressés par la localisation, etc. D'ailleurs, auprès de banquier, Lionel, si tu viens avec une lettre d'intention, des choses comme ça, ça peut. Absolument, oui, c'est clair. C'est clair. Les lettres d'intention. Ma caméra, mais je n'arrive pas à la remettre. Je ne sais pas si tu. Ah, tu as eu un bug de caméra. Ok. Non, mais oui, voilà, c'est ça. Donc, oui, alors les lettres d'intention, ça, c'est aussi très important. Alors, c'est un truc que je disais, mais bon, c'est aussi le travail en amont. C'est-à-dire, je disais ça tout à l'heure, je disais, en fait, la valeur d'un bien loué, un bien qui génère du cash vaut plus qu'un bien qui ne génère pas de cash, à qualité égale. Ça, c'est le basique. Hein. Je n'invente rien. Et donc, tout ce que vous pourrez faire pour justifier, prouver ou encourager à penser que une fois que le bien réhabilité est mis sur le marché, il va être loué, il va générer du cash, c'est top. Donc, lettre d'intention, avis, enfin, tout ce qui peut être, mis en œuvre, ça vous aidera dans vos dossiers de réhabilitation en particulier. Pour la banque, bien sûr. Oui, c'est pour sécuriser. Ben, je pense que nous avons fait le tour. C'était ta dernière diapo, c'est ça? Oui, c'était ma dernière diapo. Donc, voilà. Si vous avez quelques questions, on peut prendre quelques questions parce qu'il est déjà 20h, presque 30. Alors, Christina dit avis de valeur. Oui, au mètre carré, oui, c'est ça, ouais. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Enfin, elle a dit avis égale avis de valeur. Oui, l'avis de valeur. Oui, après, il y a trois paramètres. Il y a toujours trois paramètres en immobilier. Il y a la valeur locative, il y a la valeur capitalistique, c'est-à-dire la valeur au mètre carré nominal, quoi, combien vous achetez, et il y a le taux de rentabilité locative, qui est égal à la valeur locative divisée par le... Enfin, en gros, c'est une division, quoi. Loyer divisé par valeur égale taux de rentabilité. Donc, en fonction de ce que vous avez, vous pouvez reconstituer une ou des autres valeurs. Si vous avez la valeur locative, vous savez à peu près que dans ce marché-là, c'est à peu près 10%. Bon, ben voilà, vous savez à peu près dire à combien vaut le mètre carré, quoi. C'est un peu ça. Mais oui, c'est valeur, oui. Avis de valeur, toujours, oui. Alors, c'est vrai qu'on en a déjà discuté à plusieurs reprises, Lionel, hein, entre le rendement, ce qu'on appelle le rendement locatif, et la rentabilité, qui sont deux critères totalement différents. Oui. Alors, la rentabilité, c'est autre chose. Ça dépend de ce que vous amenez. Mais finalement, le rendement locatif, c'est la définition que je vous ai donnée. Et en fait, le rendement locatif, c'est juste un code de discussion entre les gens qui font de l'immobilier. C'est une façon de se dire quelle est la valeur de quelque chose beaucoup plus rapidement, en fait, en gros. Donc, quand vous avez un rendement locatif très faible, ça veut dire que c'est très cher. C'est juste ça. Donc, si on vous dit, dans le 16e à Paris, le rendement locatif aujourd'hui est de 3%, vous savez que le prix au mètre carré à Paris dans le 16e est extrêmement élevé. C'est ça que ça veut dire. Par rapport,
évidemment au loyer que vous allez percevoir. Donc, vous allez payer cher le mètre carré, l'espace, mais finalement, par rapport au prix que vous allez. Pourquoi vous allez. Alors, quelle est la définition de cher maintenant? Qu'est-ce que cher? Cher, c'est beaucoup d'argent par rapport à ce que vous allez toucher. OK? Donc, vous allez finalement payer beaucoup d'argent pour le mètre carré par rapport à ce qu'on va vous payer comme loyer. Donc, il faudra une longue période pour amortir votre investissement. Donc, si vous raisonnez au mètre carré, finalement, j'achète un mètre carré 100 euros, je touche 10, 10 sur 100, ça fait 10%. Au bout de 10 ans, j'ai amorti. OK? J'achète le même mètre carré 100 euros, mais je touche 1. Alors finalement, ce sera pas, la variable, ce n'est pas le 1, c'est le 100. Donc vous touchez 10, mais vous l'achetez 1000. Donc finalement, c'est 1%. Et donc, il va vous falloir 100 ans pour finalement récupérer votre mise. Enfin, voilà. Donc c'est très cher. C'est en ce sens que c'est cher. Donc, un taux de rendement locatif très bas, c'est un taux où les valeurs sont élevées. Les valeurs d'achat sont élevées. Un taux de rendement locatif élevé, c'est une valeur plus basse, mais n'oubliez jamais que rendement élevé égale, enfin, le rendement est équivalent au risque aussi. Il y a une notion, c'est corrélé. Donc, plus de rentabilité, en fait, plus de rendement, finalement, ça veut dire que c'est plus risqué. Alors, il faut que vous compreniez d'où vient le risque. C'est ça tout le jeu. Pourquoi il y a du risque, en fait? Peut-être parce que le marché est... Et d'ailleurs, quand je vous le dis comme ça, vous vous dites, OK, d'accord, mais alors, quelque part, si j'achète quelque chose dans le 16e, ça va être plus facile pour moi de le revendre ou de le valoriser que si j'achète quelque chose, je ne sais pas, moi, en grande banlieue parisienne. C'est logique. Quelque part, il y a une logique derrière. Donc, il faut bien maîtriser toutes ces petites choses-là. Les entreprises avec qui vous travaillez proposent-elles la garantie décennale pour le second œuvre? Ah, François, c'est une question pour toi, ça. Ah oui, oui. Moi, je travaille avec des entreprises qui donnent des garanties décennales. Alors, je ne sais pas c'est quoi la question, mais par exemple, dans le second œuvre, il y a quand même il y a du carrelage, il y a l'électricité, de la plomberie. Donc, tout ça, c'est important et, ça doit être couvert par une assurance décennale. Une menuiserie. Ouais. Alors, OK. Alors, il y a une question de Kelly. Bonsoir. Pour le calcul du rendement locatif, un exemple, 150 000 euros, achat, OK, 1600 euros de loyer, mensuel du coup. Hein. Donc, il faut faire 1600 euros x 12 divisé par 150 000. Par 150 000. Donc, après, je n'ai pas fait le calcul. Hein, mais achat, il manque les travaux, bien c'est opération 150 000. Ah, j'ai pas compris ta question, François. C'est hors réhabilitation. C'est comme si tu achat. Je vois achat, mais bon, après, on va dire qu'il n'y a pas Ah de oui, travaux. oui, oui. Alors, achat, oui. Oui, sans travaux, du coup. Ouais, Oui, sans travaux. Ouais. Okay. Alors, évidemment. C'est du brut, hein. Donc, c'est sans Ah travaux. oui, Ouais. alors là, on va pas. Oui, ok, c'est sans travaux, oui, tout à fait. Ouais. Bon, alors, il faut rajouter les travaux, du coup, pour avoir le bon rendement. Ça fait du 12%. Là, brut. Pour répondre à Kelly. Oui, c'est ça. Et donc, s'il y a des travaux en plus, dans le cas où il y aurait des travaux en plus, ben, c'est 150 000 plus les travaux. Et 1%, c'est correct? Ah, 12%, est-ce que c'est. 1%, ce serait vraiment très cher. 12%, oui, c'est correct. C'est Oui, super. Si on arrive à avoir c'est très correct, oui. c'est super. Aujourd'hui. Généralement, moi, je dis toujours. Enfin bon. Ouais, après, ça dépend. En fait, en Martinique aussi, c'est un marché spécial. Hein, il faut pas. Mais vous êtes plutôt bien quand vous êtes aux alentours de 8, 10, 10, 12. 12, c'est bien. C'est bien. Pour donner mon expérience à Kelly, moi, j'achète à partir de 10%. Et voilà. Pas en dessous. Donc, Après, il y a des. Alors, après, bon, Eric, c'est un investisseur industriel. Donc, il va fort. Il veut faire beaucoup de transactions. Mais
des fois, alors, on est dans un territoire particulier. On est dans un territoire particulier parce qu'il y a une pression foncière en Martinique. On est une île, donc on ne va pas aller sur la mer. Donc, ça veut dire que les terrains d'exception, ben, il y a une forte demande. Et donc, les prix montent et grimpent. Alors, des fois, j'ai vu une question à un moment donné pour le hors-marché. Ben, c'est ça, c'est que les prix grimpent parce que ce sont des terrains d'exception avec des vues exceptionnelles et que, voilà, il n'y en a pas deux, quoi. Et donc, après, c'est une stratégie. Donc, il faut réfléchir aux stratégies immobilières. Comment vous rentabilisez ça? Quelle est la destination de votre acquisition? Mais une villa qui a un emplacement exceptionnel peut attirer des revenus aussi. Je pense à la location saisonnière, alors hors période comme ça, mais enfin voilà. Donc, c'est pour vous donner des pistes de réflexion, quoi. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est d'être mécaniquement. Moi, je trouve que c'est très bien de se dire je ne regarde rien en dessous de tel rendement. Mais c'est aussi bien d'avoir aussi la vision assez large de se dire, OK, mais pourquoi c'est aussi cher en fait? Voilà. Est-ce que ça les vaut? Alors, pour apporter une précision, c'est vrai qu'il y a des leviers qui font augmenter le rendement. Et c'est là où intervient la bonne négociation. Il faut bien négocier le prix du bien, aussi les travaux et le montant des loyers. Plus je vais louer sur la fourchette haute, je vais dire, ben plus j'aurai un rendement intéressant. Enfin, plus intéressant. Donc, ne pas perdre de vue qu'il y a des leviers sur lesquels on peut agir pour pouvoir augmenter son rendement locatif. Et en particulier, ce dont on a discuté, les extensions, ça, c'est des choses qui permettent de faire des vrais bons de rendement locatif. En fait, optimiser un bien, vous achetez un bien. Optimiser l'espace, ouais. Soit des extensions, soit des subdivisions. Voilà, il faut être flexible sur ça. Ça aussi, ça, c'est des choses, il faut avoir un professionnel pour savoir ce que vous pouvez faire ou pas faire par rapport à un bien donné, quoi. C'est ça. En tout cas, il faut être accompagné, quoi. Un architecte ou n'importe qui. Ou par le club. Par le club. Par le club, ou par le club, bien évidemment. En tout cas, on arrive à la fin de ce webinaire. Finalement, on a débordé, on a fait 1h30. Très intéressant. Moi, j'aurais pu rester toute la nuit, mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Je vais vous remercier. Je vais te remercier, Lionel. Je vais te remercier, François, pour votre Merci à toi, Eric. Vous n'avez pas mis vos coordonnées dans la présentation? Alors, elles sont. Est-ce qu'on a mis les emails? Je vois les emails, mais je ne vois pas. Dernière slide, Lionel. Dernière slide. Ah, voilà, elles sont là. Non, mais à la fin, dernière slide. Oui, c'est ça. Je l'ai. Ah, voilà, ok, voilà, c'est bon. Alors, vous avez. C'est lionel.lombard@ocapinvest.com et fm@astec.ovh. Voilà. Pour ceux qui ne voient pas, mais bon, vous voyez là, normalement, vous pouvez faire une capture d'écran. Capture d'écran. C'est ça. Alors, en tout cas, merci. Vous pouvez les contacter. Vous pouvez contacter Lionel et François pour vous aider dans vos démarches ou dans votre projet ou dans vos projets. Merci à tous. Passez un bon week-end et puis restez connectés. Je partagerai le webinaire avec vous sur la chaîne YouTube du club. Et Lionel, si tu peux me faire passer la présentation, bien sûr. Je partagerai aux personnes qui se sont connectées au webinaire. En tout cas, merci. Bon week-end. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Merci, bye bye. Au revoir.